On voit bien comment des règles de fonctionnement de l'économie imposent une politique et comment, en s'inscrivant dans la politique, ça verrouille des manières de fonctionner une référence à un système et comment, au fil du temps, cette politique, elle devient le rouleau compresseur qui objective le fait que, bah oui, on est dans un monde libéral et c'est ça qu'il faut faire. C'est un système dynamique qui s'auto-entretient, qui s'auto-justifie et qui fait que finalement c'est naturel. Enfin, je veux dire, au niveau politique, on renégocie plus absolument plus ça. Ça fait partie de la culture, quoi. Bon, juste voilà, c'est une petite réflexion un peu déprimante. Est-ce qu'on m'entend là? Je sais pas. Plus fort? Je sais pas. Comment? Mais le plus près peut-être. Comme ça, c'est mieux? Ok. Alors, ça m'éloigne de mon écran. Après, je vois plus rien. Moi, je suis myope comme. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup à la Técopole pour l'invitation. Je suis très heureuse aussi de retrouver Aurélie. Ça fait des années qu'on n'avait pas parlé à une même tribune. Et ça me fait plaisir aussi de voir que les cadres de l'économie de la régulation sont vraiment en grande partie convergents avec ce qu'on peut faire en analyse des politiques publiques. Puisque, effectivement, moi, j'ai un passé, si je veux me présenter très brièvement, j'ai un passé d'ingénieur agronome au départ. Et puis, j'avais commencé une thèse en économie. Bon, pas la même économie que toi, puisque j'étais avec Louis Maillet, économie plus, disons, néoclassique. Et j'avais fait une année de sciences politiques entre-temps et je n'ai pas tenu avec l'économie et je me suis échappée vers les sciences sociales moins dures et donc vers les sciences politiques pour travailler effectivement sur la PAC. Bon, et j'ai travaillé au début de ma carrière beaucoup sur la PAC et maintenant beaucoup moins. Enfin, j'ai travaillé sur de toutes autres choses et notamment les enjeux de politique alimentaire au Sud, politique de sécurité alimentaire et sur les débats, comment se construisent les débats de politique agricole au sujet des pays du Sud, et puis sur les grands dispositifs de régulation privée des grandes chaînes de valeur type soja, huile de palme, donc des choses qui posent de vraies questions aussi en écologie politique. Bon, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc, j'avais proposé de travailler plus avec un regard de sciences politiques, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi, sur ces questions de politique agricole, et Aurélie a bien montré qu'on est dans une sorte d'incapacité de transformer les politiques et de les faire bouger, de les réformer. Et donc moi, je vais essayer de regarder un peu les mécanismes, enfin de vous exposer en tout cas mon regard sur les mécanismes qui font que ça ne change pas et qu'on n'arrive pas à bouger les choses. Je vais commencer aussi par vous présenter mon cas d'analyse et puis ensuite vous donner des illustrations de ce qui conditionnerait cette inertie des politiques agricoles en général. Alors, je prends un peu la PAC et j'élargis un peu plus à des choses qui expliquent aussi le verrouillage de la PAC. Alors, dans ce travail, alors je m'inspire de... Alors, je pensais au départ parler plus de la PAC, finalement j'en parlerai moins, mais j'ai 2 papiers récents de synthèse, en fait, sur l'évolution, l'historique de la politique agricole commune dans un livre à Oxford University Press, qui est un handbook de politique européenne, où on présente l'évolution de la PAC. Ça fait des années que... Ça fait 7 éditions de suite que je fais ce chapitre. Et puis un autre qui est plus drôle, parce que c'est le Collège d'Europe qui a fait ce handbook sur les politiques européennes aussi et qui a proposé aux auteurs de l'aborder sous le plan de la controverse. Et donc, ils demandaient un pour et un contre sur chaque politique. Et donc, le chapitre sur la PAC est fait d'une part par Tassos Agnotis, qui est un grand directeur enfin, il est directeur de l'agriculture maintenant à la Commission européenne. Ça fait 15 ans. Là. Oui, mais il était dans les services économiques. Maintenant, il est passé directeur de toute la partie agricole de la Commission européenne. Donc, il défend la PAC en disant que voilà, bon, les problèmes environnementaux, effectivement, c'est des problèmes nouveaux. Il faut commencer à s'en occuper. Enfin, bon, ça fait juste 40 ans qu'on essaye de pousser ça dans la PAC. Mais bon. Et puis, moi qui argumente sur le fait que c'est plutôt un grand échec environnemental, social et sanitaire. Bon, donc, on peut s'y reporter à ces 2 ouvrages.
Et sinon, je fais un peu la pub d'un dernier ouvrage qu'on a fait sur la question de l'alimentation, d'élargir l'enjeu, tout l'enjeu, et c'est autour des questions agricoles, c'est d'élargir le spectre aussi aux questions d'alimentation. Et donc dans cet ouvrage, on essaye de regarder les politiques de l'alimentation, comment l'alimentation se politise, puisqu'effectivement dans le débat, les questions alimentaires deviennent de plus en plus importantes dans le débat public, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore 10 ans. Là, on commence à en parler, à la fois dans les joutes politiciennes, à la fois dans les débats journalistiques, etc. Et donc là, on essaye de faire un peu le point avec plein d'interventions intéressantes de différents auteurs qui s'intéressent à ces questions-là, dans cet ouvrage collectif qui s'appelle « Quand l'alimentation se fait politique ». Et sur ces questions, un autre travail sur lequel je vais m'appuyer dans cette présentation, c'est un article que j'ai écrit avec Bruno Jobert sur le cheminement des controverses dans la globalisation néolibérale, où on essaye de faire valoir notre approche analytique d'analyse des politiques publiques, qui s'appelle donc « Pour une approche agonistique des politiques publiques », où on s'inscrit dans la filiation de Chantal Mouffe, pour qui, en fait, une démocratie est en bonne santé quand elle permet la confrontation entre des approches pluralistes de la société et des visions du monde divergentes. Et donc, on essaye de transférer cette approche-là à notre domaine, qui est l'analyse des politiques publiques. Donc, c'est un article plutôt analytique, théorique, qui propose une interprétation de ce qui se passe dans la structuration de notre société, sur des dynamiques de débat de politique publique dans notre société contemporaine et sous l'influence de ce qu'on appelle la globalisation néolibérale. Donc ça, je m'en servirai notamment. Ce qu'on avance dans ce papier, c'est que donc, nous, on ne parle pas de régime d'accumulation comme les régulationnistes, mais on parle de régime de débat de politique publique. Et on décrit comme une forme stabilisée d'articulation entre différents types de scènes de débat dans le temps pour un État donné ou pour un ensemble politique donné, un système politique donné. Donc une forme stabilisée notamment d'articulation entre des arènes et des forums, les arènes étant les endroits où se négocient les politiques et les forums celles où elles se discutent, qui sont des endroits avec des règles du jeu de l'argumentation qui sont bien différents et qu'on essaye nous de bien distinguer dans nos travaux. Et avec l'idée que ce régime de débat a pour vocation à pérenniser une façon d'envisager l'activité économique, les enjeux sociaux, etc. Donc ce qu'on appelle en analyse des politiques publiques un référentiel de politique publique. Et donc on argumente dans ce papier qu'on a une transition entre un régime de débat qui était celui de la modernisation dans les années 50-60 à celui du néolibéralisme et de la globalisation néolibérale. Et on le caractérise, ce régime de débat, par à la fois une transformation assez profonde des arènes avec en fait une sorte de soustraction des enjeux durs de l'économie du débat public, en fait, une forme de mise à distance du public et des citoyens et notamment des électeurs des enjeux durs de l'économie. C'est toutes les banques centrales, toutes ces choses-là qui construisent l'économie politique, et puis des formes de hiérarchisation particulières entre les arènes de décision et une soumission de plus en plus grande à l'agenda des firmes, en fait, avec un travail politique des firmes directement sur les arènes de négociation. Ça, c'est une chose sur les arènes, donc sur la dimension de négociation. Et on décrit aussi des formes de transnationalisation de l'expertise d'État, avec de plus en plus, on s'appuie de plus en plus sur des cabinets privés pour faire des choses que faisait l'État avec ses services autrefois. C'est ce que j'ai notamment, ce qu'on connaît aussi, moi j'ai travaillé à la Commission européenne, j'ai travaillé à la FAO aux Nations Unies, toute l'expertise est externalisée, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des cabinets de consultants et que, en fait, les fonctionnaires qui sont souvent très diplômés, très compétents, sont complètement mis en dehors, enfin, ils font de l'administratif, en fait. Et tout ce qui est pensée, réflexion, c'est externalisé sur des cabinets privés. Et donc ça, en France, ça devient de plus en plus fort, alors qu'on était traditionnellement un État très fort, avec des services très forts, etc.
Donc on explique ça et on explique aussi comment les forums scientifiques qui sont pour nous des importeurs d'idées importants dans le débat, enfin historiquement c'est le cas, et on a une forme de mise au pas du marché des forums scientifiques, c'est-à-dire que la production de la science elle-même devient de plus en plus inféodée à des enjeux de marché. Et puis on décrit plusieurs formes de ce qu'on appelle de canalisation de la critique. Là, je vais vous le décrire ensuite sur les politiques agricoles. Ce qu'on appelle la canalisation de la critique, c'est en fait, en sciences politiques, pendant des années, on a eu tendance à dire il y a un référentiel, le référentiel de la modernisation, ou là, le référentiel néolibéral qui s'impose et qui s'impose et qui est là dominant. En réalité, nous, ce qu'on voudrait pouvoir souligner, c'est qu'il y a toujours des critiques qui sont là, il y a toujours des critiques qui sont là, mais c'est tout un enjeu de les invisibiliser, et c'est tout un travail politique majeur qu'il faut éclairer, qui n'est jamais fait, en fait, enfin très peu souvent, même dans les super travaux de sciences politiques, parce qu'ils s'intéressent à comment le référentiel dominant domine, mais en réalité, il y a tout un travail politique fait pour affaiblir la critique. Et donc là, nous, on a décrit, en tout cas, affaiblir sa présence dans le débat de politique publique. Il y a une première stratégie qui est propre à ce qu'on appelle ce régime de la globalisation néolibérale, c'est ce qu'on appelle le forum shifting, c'est-à-dire changer les arènes de discussion ou de négociation. Quand un forum de discussion devient trop embêtant, trop ennuyeux, on change l'endroit où on décide. Ça s'est beaucoup fait notamment sur les questions de sécurité alimentaire au niveau international, où on donne plein d'exemples. Les stratégies de ce qu'on appelle le déminage discursif, je vous en donnais de beaux exemples tout à l'heure sur les questions agricoles. C'est-à-dire qu'on récupère la critique, mais on la neutralise à travers le discours. Et tout un tas de dispositifs de concertation excluante, c'est-à-dire qu'on met en place, et ça c'est typique de la participation, enfin des enjeux de participation dans les débats de politique publique néolibérale, on met en place des scènes de concertation qui en fait sont des formes dans lesquelles on coopte les intervenants et on se retrouve avec des grandes ONG, des grandes firmes, mais ceux dont on ne veut pas s'occuper, on ne les convie pas à la concertation. Il y a eu plein de travaux autour de cette question de l'impératif participatif, etc. On en fait, nous, une forme d'amoindrissement de la critique. Donc, en gros, donc ça, en gros, c'est pour expliquer ma démarche analytique. Je vous présente un joli schéma. Donc, en gros, moi, dans ma vie, ce que je fais, c'est d'essayer de mettre en lien, de comprendre ce qui se passe entre la réalité économique et sociale, alors évidemment sur les questions agricoles et alimentaires principalement, hein, ou de politique d'environnement, des fois marginalement. Donc, essayer de mettre en lien comment se construisent les débats et les décisions entre la réalité sociale et les politiques publiques, et comment, effectivement, il y a une influence des uns sur les autres. Donc, il y a un enjeu autour du débat public et médiatique. C'est moins que ce que je regarde moi, mais je distingue, donc, comme je disais, l'espace des débats, c'est l'espace des forums, des espaces de décision. Et donc, ces forums qui sont pluriels, etc., qui sont alimentés en idées par plein de arènes de décision qui sont les arènes de décision sont soumises aux contraintes, notamment de négociations internationales ou européennes quand il s'agit de décisions nationales, etc. Et forums de politique publique, ils sont forums de l'expertise politique ou des politiques publiques, c'est-à-dire là, c'est des acteurs de l'État et puis des acteurs qui interviennent depuis la société, mais dans un dialogue avec l'État autour de l'idée de produire de la pensée, de la réflexion sur les politiques publiques. Et ces débats-là, ils sont alimentés à la fois par tout un tas de types d'acteurs différents. Moi, je distingue la profession agricole, alors on verra après, avec des débats au sein de la profession agricole, puisque effectivement, comme vous le savez, il n'y a pas qu'un représentant de la profession agricole, il y a des idées différentes qui y sont débattues, avec toujours l'idée que dans ces forums d'alimentation du débat, il y a des acteurs qui ont des visions différentes et qu'il y a des règles du jeu propres à ces petits forums de production d'idées qui vont décider qui est dominant dans le débat ou pas et qui a accès éventuellement plus facilement au forum des politiques publiques.
Donc l'alimentation du débat par les scientifiques, là je ne sais pas si on voit très bien, par la société civile, et puis évidemment les firmes d'amont et d'aval de l'agriculture, on va y revenir plus en détail tout à l'heure. Donc l'idée, c'est effectivement, moi dans mon approche analytique, d'essayer de comprendre comment ces espaces différenciés de mobilisation des idées alimentent le débat de politique publique, donc le débat sur les politiques publiques et les arènes de négociation. Donc voilà, et après, bon, ça je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a aussi des effets de rétroaction des politiques publiques sur ces différents débats qui sont aussi un objet d'étude, mais sur lesquels je ne reviendrai pas beaucoup là. Et donc l'idée, c'est que, en gros, parce que l'idée, on disait, c'est d'essayer de comprendre le changement, pourquoi il y a changement de politique publique ou pourquoi il n'y en a pas. Donc l'idée, c'est qu'un changement de politique publique, en tout cas qu'une politique publique, quand elle a un discours, le discours de, par exemple, vert de la PAC sur l'environnementalisation, sur le fait qu'on va avoir une approche équitable pour tous les agriculteurs et bien environnementale qui va permettre de résoudre les problèmes, eh bien, elle se traduit sur le terrain par des dissonances cognitives fortes, puisque ces effets sur le terrain et ce qui en est dit sont différents, que c'est des choses qui peuvent être récupérées dans les débats des différents forums et générer donc des controverses, des nouvelles trajectoires argumentatives, pour reprendre par exemple Château-Renaud, et donc des débats, des controverses qui vont faire émerger des solutions alternatives et des mobilisations pour faire valoir ces solutions alternatives. Et éventuellement, ces solutions alternatives peuvent nourrir le débat, le changement de politique publique de façon différente. Souvent, on oppose les changements incrémentaux, donc des petits changements progressifs qui s'accumulent, avec des changements radicaux. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui conditionne l'influence de ces différentes idées sur les politiques publiques? Alors, évidemment, il faut oublier tout de suite le fait que les bonnes idées vont avoir un effet sur les politiques publiques. Ça, c'est souvent des choses qui sont pensées très sincèrement, notamment par nos collègues scientifiques, qui se disent, il y a plein de... Et d'ailleurs, le modèle de la recherche est fait là-dessus, c'est-à-dire qu'on va produire des bonnes idées, et puis comme on a des bonnes idées, forcément, ça va permettre de changer le monde. Bon, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est sûr. Et plus on étudie ça... Donc, il faut d'abord, en vrai, il faut qu'elles émergent et qu'elles soient relayées, qu'il y ait une critique qui alimente un débat. Et ensuite, il y a différentes formes de verrouillage on va regarder maintenant sur les politiques agricoles, sur la PAC. C'est ce que j'ai catégorisé là comme deux sortes, les verrouillages institutionnels qui sont propres aux règles du jeu, soit de l'arène, soit des forums de négociation, c'est-à-dire qui est invité, qui n'est pas invité, quelles sont les règles de vote, etc. Ça, c'est des trucs classiques en sciences politiques qui vont permettre ou plus facilement ou plus difficilement le changement. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures de savoir, c'est-à-dire en fait le type, alors c'est plus micro-institutionnel, c'est-à-dire le type d'instruments d'analyse ou de mesures qu'on va utiliser dans un débat. Typiquement, si vous prenez l'exemple de la sécurité alimentaire, si on définit la sécurité alimentaire comme la production moins la consommation moins les exportations, on va être sur une définition de la sécurité alimentaire qui est uniquement sur des enjeux productifs. Et vous allez rater toute une partie de la question de la sécurité alimentaire qui renvoie à des questions de pauvreté, des questions de capacité d'accès aux aliments ou des enjeux purement politiques, enfin, c'est des enjeux sociaux et politiques, la sécurité alimentaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails là, mais on pourra en discuter éventuellement. Donc là, l'idée, c'est que les métriques qu'on utilise vont conditionner la nature du débat qu'on va avoir. Donc ça, c'est ce qu'en sociologie des sciences et techniques, on appelle les infrastructures de savoir et qui ont un rôle important. Et là, je distingue donc ces verrouillages institutionnels qui sont liés à des institutions qu'on peut distinguer, des verrouillages sociologiques, c'est-à-dire les acteurs, qui est là, et si je suis là et que je veux essayer d'influencer sur le débat, est-ce que déjà je peux rentrer dans le débat et de quel type de ressources je dispose pour faire valoir mes opinions et les pousser. Alors ces ressources, elles sont évidemment financières, humaines, analytiques, sociales, culturelles. Il y a plein, en fonction des débats qu'on regarde, il y a plein de ressources qui peuvent compter. Et ça va être aussi la capacité de ces acteurs à forger des alliances et à construire des rapports de force. Alors, je vois que je suis déjà presque... Donc, je vais aller très très vite parce que là, je suis trop en retard. J'ai voulu faire un PowerPoint comme on m'a demandé, alors que je ne voulais pas en faire au départ. Et résultat, voilà, je me suis
canier, mais bon, c'est pas grave. Alors, les verrouillages institutionnels, on va aller très vite. En gros, ça, c'est le processus de décision de la PAC à l'origine, historiquement, parce que c'est important aussi de voir comment le compromis fondateur des politiques publiques, comment ensuite, c'est ce qu'ils appellent la path dependence en anglais, comment ensuite on a du mal à sortir des compromis fondateurs. Mais bon, bref, au début, et comme l'a bien expliqué Aurélie, on avait une politique qui était basée sur des prix garantis. Tout le système de décision était autour de la décision de ces prix garantis. Et il y avait ce qu'on appelait le paquet prix pour essayer de mettre en adéquation le niveau des prix avec la réalité du marché. Et sauf qu'à l'époque, après la crise de la chaise vide, etc., on décidait au Conseil de l'Union européenne, sur proposition de la Commission impulsée par le Conseil européen, chef d'État, sans intervention du Parlement, on décidait à l'unanimité, et donc les ministres qui décidaient sur la PAC, ils disaient moi je suis ministre grec, je fais des olives, je veux bien voter pour ta augmentation, toi le français, du prix des céréales, mais par contre tu votes pour l'augmentation du prix des olives, et comme ça faisait une sorte d'inflation, de compromis inflationniste qui fait qu'on n'arrivait pas à gérer ce niveau des prix, et que ça aboutit finalement à sa destruction, puisqu'on a abouti à trop de stocks, des relâchages sur les marchés internationaux à prix bas, donc on était sous le feu des critiques des intervenants des grands pays exportateurs, États-Unis, groupe de Cairns, etc. Et c'est comme ça que finalement se sont ouvertes les négociations commerciales internationales et qui ont mis sous pression la politique agricole via la Commission et le Conseil, et que la Commission, pour la première fois, s'est saisie de son droit d'impulsion, c'était en 91, elle s'est saisie de son droit d'impulsion du processus décisionnel au niveau européen. Elle a promu pour la première fois cette approche néolibérale, c'est-à-dire de baisse des prix remplacée par des aides directes, en 92, c'est traduit par la réforme McCharry. Et donc ça a un premier changement dans le truc qui a déverrouillé le système institutionnel, c'est que la Commission est devenue, sous l'égide de Jacques Delors à l'époque, un acteur majeur, et donc voilà. Et ensuite, les règles de la décision ont changé aussi, c'est-à-dire que le Parlement, qui était autrefois avait un rôle consultatif, il est devenu codécideur. Au Conseil, dans les années 80 ou 90, on a commencé à plus voter à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Et donc, avec cette codécision, on aboutit à tout un... Enfin, c'est ce processus-là qui a débouché sur toutes les réformes de la PAC récentes. Mais en réalité, comme aussi l'a expliqué Aurélie, les États sont là pour maximiser leur retour budgétaire, c'est-à-dire récupérer le plus possible de sous de la PAC. Et donc, ce compromis inflationniste qu'on avait sur le niveau des prix, eh bien, il se retraduit de la même façon sur le niveau des aides directes, et il interdit en fait tout arbitrage qui permettrait en particulier de la prise en compte de ces enjeux sociaux, et donc notamment ou environnementaux, et une redistribution des paiements soit sur critères environnementaux, soit sur critères sociaux. Ça chamboulerait complètement les retours budgétaires entre les États membres, et donc ça paralyse la négociation en réalité. Et donc on a finalement ce compromis, non seulement un compromis inflationniste qui fait que, comme il y a comme dans d'autres enjeux maintenant que l'agriculture sur l'agenda politique européen, il est quand même jugulé, mais donc ça fait qu'on a plutôt un compromis conservateur, disons, plutôt qu'inflationniste maintenant, mais une incapacité à changer la PAC, notamment par ce verrouillage institutionnel du type de décision qu'on a à 27 États membres maintenant dans l'Union européenne. Alors, avec la codécision, avec la majorité qualifiée, c'est tout un enjeu de construire des alliances et des coalitions entre États, mais bon, c'est très compliqué parce que c'est toujours une négociation multi-paquets. Quand il n'y a pas d'autres, multi-secteurs, multi-produits, et quand il n'y a pas d'autres enjeux derrière en back-office sur d'autres politiques européennes qui peuvent être aussi négociées. Donc ça devient très compliqué. Donc ça, c'est les verrouillages macro-institutionnels de la PAC. Les verrouillages micro-institutionnels, c'est simplement, je passe très vite, les prix garantis pendant très longtemps, c'est-à-dire que les acteurs ne voulaient pas sortir de cette idée-là, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrivait sur les méthodes de contingentement, comme les quotas, etc. C'était surtout pour ne pas changer ce truc de prix garanti.
Mais par ailleurs, alors que la Commission au départ avait des propositions dès l'origine, dès les années 90, donc les propositions de la Commission sont toujours c'était une approche libérale parce que donc de libéralisation du niveau des prix, mais avec l'idée de compensation différentielle du type de producteur. Des petits producteurs qui étaient complètement compensés de la baisse de prix par des aides directes grosses, les moyens moyennement, et les gros qui pouvaient tout à fait être autonomes sur les marchés internationaux efficaces et n'avaient pas besoin du soutien par des aides directes, n'étaient pas compensés. Ça, c'était les propositions de la Commission, qui ont été rejetées en premier lieu par les Français, parce que derrière, il y avait les céréaliers qui ne voulaient surtout pas lâcher leur truc. Et puis, tout cet enjeu de retour budgétaire, qui donc était des arguments tout à fait convaincants pour l'État. Donc, les prix garantis qui ont pendant longtemps verrouillé la discussion, ensuite, maintenant, c'est les aides à l'hectare, avec le système de verrouillage que j'expliquais tout à l'heure, et puis ces idées de compétitivité, de solde de la balance extérieure, d'exportation qui permet d'avoir une balance extérieure largement positive, etc. Les idées de rendement, de production, de productivité, qui sont toujours les enjeux centraux du débat, qui font qu'on ne peut pas poser des choses différentes. Si on voulait avoir une PAC qui promeut le bio, il faudrait poser la question du rendement complètement différemment. Donc, bref, on a des métriques du débat qui verrouillent la PAC. Je ne peux pas rentrer dans les détails encore une fois, mais c'est des éléments importants à prendre en compte aussi. Et puis, alors ça, c'est une autre chose importante que je voulais rapidement dire, c'est les enjeux donc, de canalisation. Il y a des formes de canalisation institutionnelle de la critique. Typiquement, pour le bio, pour moi, le problème principal, c'est pas tant qu'ils aient des aides très très basses, ça c'est une honte, on est d'accord, mais il faudrait les donner d'ailleurs des aides couplées beaucoup plus avec ces questions de modèle agronomique, mais c'est aussi que cette critique qui est ancienne, elle date des années 30, hein, si on prend Steiner, Howard, ou les époux Müller et Peter Rush, c'est les années 30, c'est les débuts de l'affirmation du paradigme de l'agriculture moderne, fait émerger la critique portée par ces gens autour de l'agriculture et de l'alimentation biologique avec une approche très holistique des enjeux, etc., et un refus des problèmes liés à la modernisation. Et cette critique, elle est très ancienne, elle a pris de l'essor à partir des années 70, avec notamment la création d'IFOAM. Et puis, on s'est dit, on va reconnaître l'agriculture biologique. L'État français l'a reconnu au début des années 80. Ça s'est ensuite européanisé au niveau, dès le début des années 90 pour les productions végétales et à la fin des années 90 pour les productions animales. L'européanisation a permis aussi l'introduction de la certification par tierce partie, qui n'était pas du tout le mode de certification antérieur, on certifiait par système participatif de garantie avec des acteurs qui se certifiaient entre eux avec une forme de contrôle social et une forme il n'y avait pas ou très peu de transactions financières dans ces choses-là, mais des échanges de conseils qui sont complètement interdits dans la certification par tierce partie qui est utilisée actuellement pour certifier l'agriculture biologique. Et des réformes du règlement qui ont dénaturé de plus en plus, qui ont simplifié, disons, la définition du bio, qui était au départ une définition tout à fait très politique, très, très large, autour de promotion de modes de vie, de modes d'alimentation et de modes d'interaction sociale alternatifs à celui de la modernisation industrielle, et qui, finalement, on arrive avec des formes de règlement par nature, qui simplifie les choses puisqu'on doit cocher des cases, ça passe pas, et en plus avec des formes d'harmonisation au niveau européen qui se traduisent par une baisse des exigences de plus en plus forte du standard public. Effectivement, quand on fait du bio en Suède, ils utilisent des serres chauffées, et si on considère que si on fait des serres chauffées en Suède, il faut pouvoir faire des serres chauffées en France, effectivement, ça est traduit par le fait qu'on a des tomates Savéol bio qui sont faites en Bretagne, hors saison. Donc il y a des choses inhérentes à ces formes d'harmonisation du règlement européen qui sont importantes. Je ne passe pas sur les critiques, je n'ai pas le temps, mais j'évoque rapidement, je renvoie à un autre papier que j'ai publié à l'ARFS sur les effets de de l'agriculture biologique par le mode de certification tierce. Ça participe de la conventionnalisation du bio, du fait que, en fait, ça multiplie les marchés, en fait. On a un marché des produits bio
qui se distingue, qui était fait pour ça, hein, pour distinguer les produits du commun. Il y a un marché, alors avec ces problèmes d'harmonisation, il y a plein de standards privés qui réémergent, en France comme ailleurs en Europe, et donc on a une multiplication des standards, et donc ça forme une sorte de marché des standards. On a le marché de la certification avec une concurrence entre certificateurs. Le certificateur historique du bio, c'était EcoCert, qui est devenu une grande multinationale à la certification de tout. Ils ne certifient plus que du bio, hein. Ils certifient des spas durables, des golfs durables, des produits détergents ménagers durables. Ils font tout. Et ils sont même standardisateurs eux-mêmes, puisqu'ils ont plein de cahiers des charges qu'ils certifient et qu'ils produisent eux-mêmes. Donc c'est vraiment devenu un énorme truc qui n'a plus rien à voir avec l'esprit associatif et pionnier et vraiment de politique initiale du bio. Et en plus, sur le marché international, on a même un marché de l'accréditation, alors que l'accréditation est théoriquement là comme étant, comme posant l'État comme dernier garant du truc. Bon, bref. Donc, canalisation institutionnelle par le fait qu'on soutient le bio à travers le fait qu'on dit que c'est un marché et que l'État reconnaît ce marché différent et que l'État donne les moyens par le règlement de faire fonctionner ce marché. Donc on a une forme de marchandisation. C'est une forme de mise au pas de la critique aussi. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'en plus, dans les débats politiques après, de politique publique, on dit « Ah oui, mais le bio, c'est différent, c'est le marché de niche. » Et sur la PAC, on n'en parle jamais parce que c'est un marché de niche. Et voilà, et c'est fait comme ça, et c'est construit comme ça, et c'est fait pour le rester. J'ai encore 5 minutes ? 5 minutes. 5 minutes. Aurélie, elle a eu au moins 35 minutes. Moi, j'en suis à 29. Alors, 5 minutes. Alors, donc, les stratégies de canalisation de la critique mobilisées par les différents acteurs. La profession agricole, alors je pense que c'est comme l'a dit Aurélie dans ses histoires de compromis mercantilistes, etc., c'est un acteur majeur du verrouillage de tout ça. Il faut voir que la nature même du compromis interne politique à la FNSEA, on n'utilise pas le terme de compromis exactement pareil toutes les deux, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, moi, le compromis interne à la profession agricole, en France, il est lié à la PAC initiale. Je crois que je l'ai mis après. Non, mais bon, il est lié à la PAC initiale, c'est-à-dire que dans les années 60, c'est le début de la modernisation agricole. On a la mise en place des grandes lois d'orientation agricole par Pisani, le gouvernement de Gaulle, ministre de l'Agriculture Pisani. Donc, grande loi d'orientation, c'est toute la modernisation des structures agricoles et en même temps, et ça donne lieu à l'émergence des jeunes agriculteurs, le cercle des jeunes agriculteurs comme les nouveaux porteurs de cet idéal de modernisation qui a transformé les campagnes françaises, qui a donné une certaine fierté aux agriculteurs, etc., qui reprennent les rênes de la FNSEA à ce moment-là et qui coécrivent avec l'État, avec Pisani, avec le ministère de l'Agriculture, les grandes politiques agricoles, les grandes lois d'orientation agricole, et c'est le début de la mise en place de ce qu'on appelle la cogestion de l'agriculture entre l'État et la profession, donc FNSEA, jeunes agriculteurs. Et ces jeunes agriculteurs, en fait, on leur a laissé prendre les rênes de la FNSEA très facilement. Pourquoi ? Parce qu'au même moment se mettait en place la politique agricole commune, que la politique agricole commune, c'était une manne immense pour les céréaliers français parce qu'à ce moment-là, on a mis en place des prix garantis élevés qui étaient à la demande des Allemands, qui avaient des petits agriculteurs avec un poids politique fort et qui ne voulaient pas baisser leurs prix au niveau européen. Donc on était déjà dans le compromis inflationniste. Donc on a mis en place des prix élevés. Donc les céréaliers français qui étaient bien efficaces, qui produisaient des céréales pas chères, non seulement ils avaient un marché immense qui s'est ouvert devant eux, mais en plus, leurs céréales, d'un coup, poum, elles étaient payées beaucoup plus cher. Donc c'était une manne. Et ça a mis en place leur pouvoir très fort, qui était déjà important, mais ça a solidifié leur pouvoir à l'interne à la profession agricole. Et pourtant, ce qui est mis en avant toujours par la FNSEA, mais c'est parce qu'ils sont obligés, c'est leur job, enfin, c'est ce constitue l'organisation, c'est l'unité. Ils mettent en avant une représentation unitaire, et donc, par exemple, ils défendaient les prix garantis ou les aides directes, comme le fait que ça doit être tout pareil pour tout le monde, parce qu'on est unique, enfin, on est une profession unitaire, etc. Alors que, c'est ce que je montais sur ces graphiques, ça c'est la répartition du revenu agricole en France, on a des zones où c'est très très clair et des zones où c'est très très foncé, donc une répartition géographique
du revenu agricole qui est hyper disparate, et puis en termes de spécialité, évidemment, les plus riches, c'est vraiment ceux qui font les betteraves, tout ça là-bas, les grandes cultures, puis les céréaliers, puis les plus pauvres, c'est les bovins, avec un éleveur bovin viande sur 4 qui est sous le seuil de pauvreté. Alors avec le lait, là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on a le lait, c'est l'hémorragie totale, c'est des agrandissements avec que les plus gros qui tiennent. Donc l'idée d'afficher à tout prix cette profession unifiée et qui donne son pouvoir politique à la FNSEA est un élément important de leur pouvoir politique et de leur capacité de négociation et de s'imposer au niveau de l'État. Et alors moi, mon mystère, mais alors je serais curieuse de savoir ce qu'Aurélie en pense, c'est que à partir du moment où on a transformé les prix garantis, qui étaient une forme de soutien, mais rendu invisible par le fait que ça passait par le marché, par des aides directes, on a fait bien en sorte, comme je disais tout à l'heure, de faire en sorte que les aides directes soient exactement au même niveau de soutien des prix garantis. À partir du moment où ça devenait visible, on aurait pu se dire, les disparités énormes dans le monde agricole, et c'était d'ailleurs un argument de gens qui soutenaient ça, hein. Moi j'étais plutôt favorable, et se dire ces disparités vont être tellement visibles que ça va faire péter le monopole et la puissance politique de la FNSEA, mais pas du tout. Et moi depuis le début, j'attends ça. Ça fait moi j'ai commencé. Et en fait non, c'est très relatif cette fragilisation. Et quand on voit les discours actuels de la FNSEA, de Christiane Lambert, etc., ça marche pas. Donc il y a ce truc qui est un mystère pour moi à éclaircir. Et alors, les stratégies de la profession agricole pour faire du déminage discursif, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'agriculture raisonnée. Alors, je vous renvoie au chapitre de Pierre Mayence dans le bouquin Politiser de l'alimentation. Je sais pas, quand l'alimentation se fait politique, notre bouquin là, il est super ce bouquin. Il montre alors d'où ça vient l'agriculture raisonnée? Ça vient au départ d'une association des producteurs de phyto, hein, PPE, Protection des plantes, Centre d'études et d'information. Ensuite, c'est devenu PPE phare, c'est-à-dire que les industriels des phytos se sont associés avec la FNSEA, en gros, pour fonder le Forum pour l'agriculture raisonnée respectueuse de l'environnement. En 1997, il y a une autonomisation de cette organisation-là, qui se bat pour la reconnaissance par l'État du référentiel de l'agriculture raisonnée, alors qu'il ne s'applique pas aux produits, mais qui s'applique aux exploitations, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire produit issu d'une exploitation labellisée agriculture raisonnée, qui en fait est un échec, cette agriculture raisonnée, en nombre d'agriculteurs certifiés. Il n'y en a pas, il n'y en a presque pas, il y avait un système de ferme de référence, etc. Mais c'est pour moi un succès majeur en termes d'impact sur le débat public, puisqu'ils arrivent à faire des partenariats alors avec la grande distribution, Casino qui a une filière produit de l'agriculture raisonnée, etc., Auchan, et puis même avec Que Choisir et la LPO, c'est-à-dire ils arrivent à se mettre dans des projets avec des environnementalistes, des associations de consommateurs, et moi je fais toujours l'expérience d'aller chez le boulanger en demandant systématiquement est-ce que vous avez du pain bio, il me dit ah non par contre notre farine est raisonnée. Donc il y a une sorte de mise en équivalence dans la tête des consommateurs que bio et raisonné c'est pareil. Pour moi c'est un succès politique majeur, mais bon sur le plan du nombre c'est peu. Et l'autre succès politique, c'est que ça a été aussi un marchepied pour Christiane Lambert, qui était la présidente de phare à l'origine, et qui a valorisé ces ressources politiques-là de s'occuper de ces questions environnementales à partir du moment où la pression est devenue de plus en plus forte dans le débat public. Donc voilà. L'autre exemple, c'est la souveraineté alimentaire. Si on prend, mais je passe très vite, si on prend la définition initiale en 1996 par les associations internationale, c'est vraiment autour de la démocratie, de réorganiser, de faire des réformes agraires, etc. Des questions de droit à l'alimentation. Et quand, à la sauce Christiane Lambert, puisque la FNSEA se gargarise de cette souveraineté alimentaire, notamment depuis le Covid, ça devient une agriculture pour assurer une croissance durable. C'est d'abord l'acte de production. Et c'est pas le rejet des échanges et le repli sur soi, non surtout pas, c'est une chance pour la France d'exporter et d'exporter au niveau européen. Donc ça c'est des stratégies de discursives qui sont importantes parce que les gens ne connaissent pas tous ces enjeux de débat techniques, etc. Et enfin, et je finirai par là, il faut aussi se pencher sur les stratégies d'influence d'autres acteurs et en particulier des firmes. Si je reprends mon schéma de départ, les firmes d'amont et d'aval de l'agriculture, on parle tout le temps de lobbying. Le lobbying, en sciences politiques au sens strict, et c'est d'ailleurs ce qui a été beaucoup étudié, les autres choses c'est beaucoup moins, on parle de lobbying
lobbying, ça veut dire être dans les couloirs. Être dans les couloirs de la décision, et c'était être dans les couloirs pour influencer l'arène. D'où l'importance de distinguer arène au moment de la négociation avec les forums où les discussions sur les politiques se font avant et les sélections des alternatives se font avant. Mais en fait, ces firmes, elles ont des stratégies de dingue avec des moyens mis en œuvre énormes pour soit influencer directement l'expertise et les débats sur les forums de politique publique, mais aussi, évidemment, avec la profession, on l'a vu par exemple avec Phare, sur le débat public avec toutes les stratégies de communication, etc. La société civile avec plein d'ONG qui sont ce qu'on appelle des astroturfs, c'est-à-dire des fausses ONG qui sont en fait derrière tenues par les firmes. Un exemple, l'Institut de l'agriculture durable, typiquement, qui promeut notamment l'intensification écologique, etc. Et l'alimentation des débats par les scientifiques. Alors je ne me rentrerai pas dans les détails, je vous renvoie à ce magistral ouvrage de Stéphane Foucard qui explique sur l'exemple des néonicotinoïdes, qui explique comment les firmes influent à la fois sur la production des recherches elles-mêmes, avec l'idée de noyer le poisson, c'est-à-dire de produire plein de recherches sur des causes alternatives à celles des pesticides, sur la mortalité des abeilles, sur la réglementation surtout. C'est ce bouquin, vraiment, tout le monde devrait le lire pour se rendre compte de ce dont il s'agit et de la puissance de feu de ces organisations qui sont partout. Ils ont des gens partout. Et voilà. Et les dernières choses... Ah oui, une autre chose, le forum shifting... Création d'espaces de délibération ad hoc. Le FFA, je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé au FFA. Enfin, toi, c'est sûr que tu ne t'y es pas retrouvé, mais, parce qu'ils ne vont pas t'inviter. Mais le Forum for the Future of Agriculture, c'est un truc qui est financé par Syngenta et les Landowner Association, là, les European Landowner, qui en fait invite le... Alors, il y a des réunions européennes et des réunions dans les capitales européennes, toujours autour de la PAC et des politiques agricoles. Et ils invitent là, mais il y a tous les ministres qui vont, les anciens ministres, les anciens commissaires, mais vraiment, mais je ne sais pas comment ils font pour avoir alors les États doivent être contents parce que ça leur fait des endroits, ils n'ont pas à payer pour organiser les débats, mais là, l'agenda du débat, il est posé par Syngenta. Et vraiment, c'est un truc où les gens importants, influents sur les politiques agricoles se rencontrent. Voilà. Et je voulais parler de bioéconomie, où là c'est énorme aussi, mais bon, je renvoie à un autre papier qu'on a écrit avec Jeanne Pain. Et dernier, ça sera une question juste, parce que ça sera ma conclusion. Là, vraiment, la question du rôle de la recherche scientifique là-dedans et de la recherche scientifique française est énorme, il se pose de façon énorme. Il suffit de voir comment l'INRA a refusé de s'occuper d'agriculture biologique pendant des années, c'est une honte. Enfin bon, j'espère qu'il n'y a pas Philippe Mauguin dans la salle, mais je peux lui dire franchement... Et si on regarde l'exemple alors des scénarios qui posent vraiment des scénarios alternatifs pour l'agriculture française ou pour l'agriculture européenne, c'est pas du tout la recherche publique qui le fait. C'est par exemple Solagro, ici à Toulouse, Solagro sur les scénarios prospectifs pour une autre agriculture sans pesticides à horizon 2050 ou 2030, je ne sais plus, ou l'IDRI pour le scénario européen. Et ça, c'est des choses qui devraient être faites par la recherche publique. Ben non, c'est pas la recherche publique qui le fait. Donc voilà, j'en reste là et peut-être une question ouverte, c'est le Green Deal et comment on va pouvoir faire quelque chose à partir du Green Deal et des grandes... Voilà. Merci, excusez-moi.